Bonjour Antonio, alors on est là aujourd'hui pour parler de ton film Je ne veux plus y aller maman. Bonjour. J'ai j'ai craqué, j'ai craqué pour ton film. J'ai vraiment craqué quand Euh, je l'ai vu, je me suis dit c'est pour moi. Désolée, je te pique un peu. Alors je vais lire un ou deux trucs parce que j'aime bien me la péter en début de visio. Donc quand je bosse, quand je suis intéressée par un film ou un livre, je travaille dessus. Hein. Je me lance aussi dans l'improvisation, mais j'aime aussi avoir un support. Alors je vais te lire deux, trois trucs que j'ai retenus qui m'ont porté dans ton film. Alors, tu as dit: «Mon inconscient est un peu en miettes, alors je filme sans savoir où aller». Quand on écrit dans Charlie, on montre son cul à tous. Freud disait que la caricature est au cœur du rêve. Qu'est-ce qu'une révolte? Qu'est-ce que je ne veux ou ne peux pas dire? Tout le temps se remettre en cause, faire une analyse et être abonné à son inconscient, comme à Charlie Hebdo. Les dessins sont là, les dessins pour lesquels ils ont été massacrés. J'aimerais voir le monde avec la fulgurance de Chab, la poésie d'Honoré, l'humanité de Tinius, l'instinct de prémonition de JB, car chacun à leur manière, ils nous montrent l'envers du visible. Être une marionnette tant que l'on n'a pas dégorgé le sens en oubliant la raison, tout en restant fragmenté. La prise du lâcher-prise, la cible dans l'indicible. Des moments où l'on bloque, c'est fixer quelque chose d'impossible en s'interdisant la possibilité. C'est s'arrêter sur le pont sans avancer physiquement et mentalement, coincé entre nulle part et n'importe où, partir du sexe, de Dieu, pour arriver à Charlie Hebdo. Les mots sont là pour faire croire à quelque chose d'impossible et réaliser ce leurre. Un film authentique où se mélangent la mort et la vie, où les acayades donnent un sens qui lui ressemble à l'analyse, où le divan n'est pas figé, où l'analyse est en mouvement. Sortir du cadre pour préserver le cadre et devenir. Partir de Freud en passant par Lacan. Il est d'ailleurs vrai que nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblent ces messieurs, qui se sont véritablement essayés avant de créer un cadre. Nous ne savons qu'à travers les écrits et les diverses interprétations de ce qu'ils ont bien voulu transmettre. S'accrocher au cadre ne fait pas de nous des analystes, mais des reproducteurs. À chaque patient son histoire, et notre pseudo-savoir n'est que la source de nos doutes les plus intimes et sont en éternel mouvement, ce qui nous autorise à accepter les différences. Nous savons tous, en tant qu'analystes, que nous ne savons rien et que nous nous réinventons à chaque patient. Être psychanalyste est un art qui rejoint la création, comme le peintre sur un tableau qui va changer ses couleurs. Chaque résultat fait sens et nous interroge. Les émotions aujourd'hui seront différentes demain. Que l'analyse soit hors norme ou pas, peu importe, seul le résultat compte. Antonio rejoint la non-existence de ces 10 ans fixés dans une image qui prend sens dans le cercueil de Charlie Hebdo. Ce qui fait sens ici ne pouvait pas se faire avant. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour comprendre et un temps pour vivre. Ne se laisse enfermer que qui veut, la porte du devenir soi est ouverte pour qui désirera l'emprunter. La mort fait sens dans ce qui se fixe et nous empêche d'avancer, décortiquer le moi en souffrance pour le construire autrement. Il n'y a pas de règle dans les émotions car la plus intime des vérités est retransmise par des mots qui souvent nous mentent. C'est toujours plus simple d'ignorer en réconfortant sa névrose, pensant avoir compris. Mais c'est quand nous comprenons qu'il n'y a rien à comprendre, qu'un sens parmi d'autres, que l'on avance avec ses doutes dans la découverte de soi. Les attentats, les morts, la violence, la peur nous ramènent à notre plus profonde vérité. Nous ne sommes pas éternels et la souffrance fait partie de la vie. La mort fige, fixe, et nos émotions sont en prison, dans l'inexistence coincée entre nulle part et n'importe où. Comprendre la vie est peut-être au fond trouver un sens non figé, en mouvement et accepter ce mouvement comme vérité. Naître, c'est mourir un jour. La violence nous surprend et nous renvoie à notre condition d'humain, de mortel, car vivre, c'est également mourir un jour. Alors, tu as dit, je peux enfin sortir de la pièce qui réfléchit de l'image qui fixe, prendre de la hauteur sur les fictions qui me clouaient au sol pour que cela ne meure pas. Charlie restera une idée dans une idée. Ben, merci, hein, c'est comment dire c'est bien un bel hommage au film et euh, et puis aussi une analyse, enfin disons une synthèse de beaucoup de choses qui sont effectivement dans le film et que je vois voilà captées, retranscrites et comprises. Ça fait vraiment plaisir parce que quand on fait un film comme ça, on sait pas forcément comment les gens vont le prendre. On met des choses. Et puis, c'est vrai que c'était une interrogation de se dire, voilà, moi, ce que j'y ai mis, et maintenant, ce que les personnes qui vont le regarder vont percevoir, comprendre, c'était pas du tout évident, hein, avant de projeter à autrui, parce que c'est surtout un film comme ça, c'est tellement personnel
que le fait que ça puisse concerner d'autres gens, bah, on l'espère, évidemment, mais c'est pas acquis, c'est pas immédiat, c'est pas d'emblée, quand plus c'est personnel, plus, bah, je dirais, on prend de risques par rapport à aux possibilité de toucher d'autres choses, hein. Moi, longtemps, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, ce film, il concerne que moi. Bon, donc du coup, ma petite vie à moi, ça n'intéresse pas, autrui, bon, voilà». Et puis, bien sûr, si je l'ai fait, c'est que je pensais quand même que d'autres gens pouvaient aussi s'y retrouver. Mais j'avais toujours cette interrogation, ce doute, hein. Bon, ça se trouve, bon, les gens vont dire: «Bah, c'est la vie d'Antonio, d'accord, c'est» mais bon, et là, en écoutant ce que tu dis et puis aussi en ayant eu déjà 2 projections publiques, je me rends compte, avec, vraiment, voilà, plaisir, qu'il y a d'autres gens qui sont touchés. Et ça, c'est une belle gratification de voir que, voilà, des gens qui se reconnaissent, même si c'est pas mon histoire est unique, mais qui se reconnaissent à travers ce qu'elle peut véhiculer d'universel. Voilà. Alors, tu es journaliste à Charlie Hebdo. Alors moi, j'ai été très touchée. Je l'ai regardé plusieurs fois. Le lien est encore ouvert sur mon ordinateur d'ailleurs. Je l'ai regardé plusieurs fois, j'étais vraiment très touchée, mais il y a plusieurs symboles en fait. Heu, alors j'ai décidé, j'ai accepté de porter ce film, en tant que présidente de l'association des psychanalystes modernes et je pense que tout le monde me suit derrière. Alors tu as tous les psychanalystes de l'association qui te suivent. Voilà, avec le plus grand plaisir. Il y a la secrétaire de l'association Céline qui attend vivement que ça soit à Perpignan pour venir avec moi là-bas. Oui, Heu, l Tu te rends compte les émotions que tu partages dedans. Alors, à la séance de Paris, j'ai eu un retour, il y avait une psychanalyste qui était là-bas, donc j'ai eu un retour. Il y a des émotions, mais il y a plein de choses, en fait. C'est-à-dire, on a toi, ton histoire. D'ailleurs, tout de suite après, j'ai acheté les livres dont on va parler tout à l'heure, Le désir et la ouais. pudeur. Je voulais en connaître davantage sur toi. Je veux savoir qui était cet homme qui faisait ce film. J'aime bien savoir où je vais, j'aime bien connaître les gens. Hem Et j'ai pas été surprise par le livre, on en parlera après. J'ai pas été surprise par le livre, il va dans le même ton. Puis en même temps, tant pis pour toi, tu avais qu'à pas en parler dans le film de ça. Voilà, il va dans le même ton. Il y a énormément on ressent tes émotions, en fait, dans toutes les images. Il y a quelque chose. Il y a une ém Chaque image pourrait être racontée émotionnellement. Chaque image porte quelque chose. Tu portes tout ce qui t'est arrivé, c'est Charlie, cette souffrance, alors qui ont déclenché chez toi quelque chose d'autre, en fait, en lien avec d'autres choses, mais qui est le support de quelque chose de profondément humain. On est dans l'humanisme, là, on est dans la psychanalyse, mais aussi dans l'humanisme. On est dans la société, on est dans la mort, les images qui figent, mais en même temps, elles figent pour nous montrer qu'il y a un mouvement derrière. C'est une résilience, en fait, ces images qui sont montrées. C'est voilà, il y a eu la mort, mais cette mort, je vais en faire quelque chose qui va porter vers le haut, toi, ton histoire, mais pas que. Ça porte une humanité, ça porte plein de choses. Ça rayonne en fait, dans toute cette tristesse, dans tout ce partage, il y a un rayonnement qui se met autour. Il y a une lumière dans ce film et je l'ai ressenti dès que je l'ai regardé, j'ai été prise aux tripes et je me suis dit: «Non mais là, il y a quelque chose», quand Philippe me l'a partagé, je me dis: «Mais là, il y a quelque chose, il faut que j'y aille» et je lui ai répondu tout de suite, paf, au premier truc: «Oui, j'y vais». Il fait: «OK», je le savais. Voilà, ce film, il va faire un buzz, tu vas y arriver. Je veux dire, ce film, c'est quelque chose de pour moi de très important et tu vas voir, on va y arriver et tu vas faire quelque chose de magnifique. Il te ressemble, il est sincère, il est authentique, on ressent puis en même temps, quelque part, tu te fous à poil dans ce film. Et c'est ce que j'aime cette authenticité, cette sincérité. C'est-à-dire se montrer tel qu'on est, sans fard, dire: «Ben voilà, moi je suis comme ça et c'est comme ça et moi je porte ça comme ça, avec mes émotions». D'ailleurs, la dernière image du film, on te voit nager au milieu de tous les dessins de Charlie, mais en même temps, tu leur redonnes vie à ces dessins. Tu leur redonnes vie à tous ces gens qui ont été massacrés pour des idées, pour des convictions. Tu redonnes vie à Elsa Khayat, qui était pour moi une psychanalyste et psychiatre de mémoire formidable. Enfin, je veux dire, elle était, l'analyse qu'elle faisait, d'abord, elle disait: «Je ne suis pas ni freudienne ni lacanienne, je suis khayatienne». Alors, moi, c'est ce que je dis, je suis christinatienne, c'est-à-dire je ne suis ni freudienne ni lacanienne. Maintenant, Ouais. on fait du et ce qu'elle porte, les idées qu'elle porte et qu'elle transporte, ils vont dans la psychanalyse existentielle. Il y a un mouvement, il y a une interrogation tout le temps qui fait sens et on retrouve tout ça dans ton film. On retrouve cette analyse sur le divan un peu déjanté où Yann se met sur le divan à un moment
Mais c'est pas surprenant, en fait. Moi, je suis pas choquée par ça, parce que ça va dans le mouvement, en fait. Ça va dans le mouvement, c'est plus le psychanalyste qui est coincé dans son bureau, à rien dire, enfin, faire attention à ses mots et cetera. C'est le psychanalyste qui sait quand il fait des erreurs, il va en grandir, il va en faire quelque chose. C'est le psychanalyste qui montre son humanité, qui est dans le cadre, mais dans son cadre, propre cadre, il y a du hors cadre. Et ce que j'ai ressenti de Yann, qu'il partageait à ce moment-là, c'est ce mouvement, en fait. Ce mouvement qui fait grandir la psychanalyse, ces clés que nous a donné Freud pour en faire quelque chose et pour en ouvrir des portes. Et ça, c'est en lien avec toi, avec ce que tu en as fait, ce que tu as choisi d'en faire dans ce reportage et te montrer, voilà, je suis Antonio et je suis comme ça. Allez, Ah je te ouais. laisse, je parle beaucoup aussi, hein. On l'a déjà Non, mais je j'ai rien à ajouter parce que c'est tellement bien dit que du coup, je pourrais pas en dire autant. Donc c'est bien que tu le dises, ouais. Moi, c'est-à-dire en fait, c'est une aventure qui s'est faite sur beaucoup d'années. Et j'ai du mal à faire ça, dans le sens où, au début, enfin, c'était, ça partait, justement, on en parlera après, du livre. J'avais rencontré Elsa pour un tout autre sujet. Et puis après, j'avais filmé donc, par rapport à la prostitution. J'avais ces images qui traînaient dans ma cave. Et puis après l'attentat, voilà, mon producteur m'a incité à en faire quelque chose. Mais au départ, moi, j'ai traîné vraiment les pieds. Pourquoi? Parce que par humilité. Je me suis dit, ouah, je vais pas faire un film sur moi, c'est un narcissique de faire un film sur moi. Et donc, mais il m'a convaincu, il m'a dit, ben si, parce que c'est la seule solution de redonner sens à la fois ces images du passé, à en faire quelque chose d'actuel. Et effectivement, il y avait qu'un seul fil conducteur possible, ben, c'était moi. Bon, donc je me suis dit, bah oui, d'accord, je vais faire un film sur moi, mais c'est quand même pas évident hein, quand on n'est pas narcissique de faire un film sur soi. Donc, et alors, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps, puis après, c'est aussi se mettre à nu. Se mettre à nu, au sens, dans tous les sens, au sens propre, au sens figuré. Et donc, ces barrières, il m'a fallu du temps pour les abattre une à une. Et puis, donc, dans le film, on voit aussi ce temps qui s'écoule. Hein. Il y a des images avec les cheveux noirs, maintenant les cheveux blancs. Il y a aussi voilà, des différentes saisons qui s'écoulent. Enfin bref, le temps. Donc, à partir du moment, en 2015, quand j'ai refait revivre ces images d'Elsa que j'avais filmées il y a quasiment 20 ans, hein, et le film, donc aujourd'hui, en 2023, il a été terminé, donc fin 2023, début 2024. Donc, il a fallu ce temps, mais avec le recul, je me dis effectivement ce temps était nécessaire pour la fabrication du film, parce que il m'a fallu aussi, moi, disons, évoluer au cours du film. Et puis, la matière finale, cette matière audiovisuelle, eh ben, c'est une matière qui s'est faite aussi avec cette évolution interne, effectivement, et la capacité à moi-même m'abandonner aussi, voilà, m'abandonner, puis livrer de plus en plus, parce que je me suis rendu compte que, effectivement, l'intérêt du film, il ne serait forcément que là-dedans, que dans cette sincérité, dans cette capacité à me livrer avec toutes mes faiblesses aussi. Et puis quand tu me dis, ben, si le film il me ressemble, eh ben, c'est le meilleur compliment parce qu'effectivement, que tu puisses me faire. C'est-à-dire que ben, si ce film me ressemble, eh ben, c'est qu'il a réussi parce que c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, c'est pas, je suis pas comédien, hein. Donc, mais je pense que dans le film, je suis là comme je suis en train de parler là. Voilà, et c'est cette sincérité qui fait l'intérêt du film, je pense. Alors la plus grande humilité, Antonio, c'est ce que tu as fait avec ce film, en fait. Il est pas du tout narcissique. Tu te fous à poil, en fait. C'est ce qu'on aime, c'est cette humanité, c'est ce côté humaniste que moi j'ai aussi en tant que psy. C'est se mettre à poil, ne pas faire semblant d'exister. C'est pas du tout un film narcissique. Faire un Oui, film, c'est pas un film sur toi, c'est un film, enfin moi je le trouve très humble, très, il est tellement sincère, authentique, il y a rien de narcissique là-dedans. Puis du narcissiste, tu sauras qu'il en faut un petit peu. C'est ce que je dis, il faut savoir se regarder devant la glace. Moi, il y a des moments, je passe devant la glace, je me dis: «Ah non, là, tu as une sale gueule, barre-toi». Puis d'autres, tu restes 2 secondes, tu dis: «Ah ouais, oui, quand même, faut que tu te regardes». C'est ça non, aussi.
Mais je sais que c'est pas narcissique, mais non, disons que c'était une peur que j'avais au départ et j'ai tout fait justement pour que ça ne soit pas narcissique dans le sens où je pense que quand on fait, ben, de toute façon, il y a plein d'œuvres qui sont faites où les gens parlent d'eux, que ce soit des livres, que ce soit des films, bon, mais il y a, je dirais, deux grandes façons de parler de soi. Soit on montre les biceps, on dit regardez comme je suis beau, intelligent et fort et tout, soit on montre ses faiblesses et vulnérabilités. Et moi, j'ai fait en sorte que justement, ce que je mets en scène, ce sont mes faiblesses, mes vulnérabilités, mes interrogations, ma quête, mes errances. Et c'est ça qui fait que c'est pas du tout narcissique, c'est une sorte d'anti-héros qui se cherche, et effectivement. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en scène. À aucun moment je suis le mec qui se colle contre les portes, qui se prend les pieds dans le tapis, qui tombe, qui sait pas où il est. Enfin, au sens un peu figuré, mais c'est quand même ça, quoi. C'est ce mec un peu perdu, quoi, en fait. Voilà. C'est en ça, effectivement, que je pense que ça, on peut parler de soi sans être narcissique si on le fait de cette façon-là, quoi. Et c'est cette fragilité, je pense, qui effectivement peut être aussi touchante et résonner avec le spectateur. Si on montre des films où les gens sont des super-héros, tout va bien pour eux, finalement, c'est un peu chiant, quoi. Hein, on se reconnaît pas. En revanche, si le héros, il se casse la gueule, il est perdu et puis se cherche, bah là, on peut se retrouver, on s'identifie plus facilement, quoi. Hein, je pense. Comment as-tu vécu ce massacre, en fait, qui était quand même, alors je reviens un petit peu, quelque chose de troublant, mais comment as-tu vécu en tant que bah, tu participais à Charlie Hebdo, donc comment tu étais pas là, je sais que c'est parce que tu étais à un enterrement ce jour-là. J'ai suivi, hein, quand même le Ouais, film. ouais, ouais, bah ouais, Voilà, ouais, c'est ça. comment as-tu vécu cette surprise, cette annonce, heu, de les gens que tu connaissais, avec qui tu travaillais, que tu voyais tous les jours, Elsa, entre autres, cette disparition soudaine, brusque? Comment as-tu vécu ça jusqu'au fond de tes tripes? Bah, c'est un cataclysme. Et c'est vrai disons, que le point de départ du renouveau du film, c'est vraiment l'annonce de l'attentat. Donc, c'est pas un film sur l'attentat, mais c'est un film qui part de l'attentat, dans le sens où moi, j'ai été à l'enterrement de ma tante ce moment-là. Mais il y a plein de choses qui sont, je dirais, symboliques là-dedans. C'est d'abord, en fait, en quelque sorte, sauvé par un enterrement. Hein, puisque si j'avais pas été à l'enterrement de ma tante, j'aurais été à la réunion de rédaction de Charlie. Je sais pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, j'y serais. Et donc, ce jour-là, forcément, parce que j'y vais quand même tous les jours depuis plus de 25 ans, le mercredi matin à la réunion de rédaction. Là, j'y allais pas parce que j'étais à l'enterrement de ma tante. Je n'ai qu'une seule tante. Et en plus, parce que j'en avais d'autres, mais en Italie, mais c'est la seule pas en France, la sœur de ma mère, ma mère est décédée. Donc il y a un lien entre, je dirais, la mort et la vie qui déjà est constitutif, en fait, de ce point de départ, sauvé par un enterrement. Donc là, évidemment, je sortais du cimetière, tout simplement, je sors du cimetière, je rallume mon téléphone et là, je vois flopper de dizaines et de dizaines de messages de gens qui ont essayé de me joindre pour savoir où j'étais. Et là, c'est là que je découvre qu'il y a un attentat à Charlie Hebdo, quoi. Et donc là, depuis cet instant, enfin, je sais pas, enfin, il n'y a pas eu une fraction de seconde sans que quelqu'un m'appelle, soit que je, bon voilà. Et puis, bien évidemment, et moi aussi, j'essayais de savoir qui était vivant, qui était sauvé, qui était mort. Et là, comme je toute la France, je veux dire, chaque seconde, on apprenait le décès de Wolinski, après le décès de Char, enfin bref. Moi, j'étais, bon, voilà, évidemment, complètement abasourdi. Enfin, j'ai pris la voiture, je suis rentré à Paris et là, bon, j'ai pris dans un engrenage qui finalement, après, m'a un peu dépassé parce que c'est vrai qu'il y a un engrenage parce que tout d'un coup, on se retrouve pris dans une spirale mondiale. Mondiale. Moi, j'avais des journalistes du Canada qui m'appelaient. Il y a la manif le soir même à Paris, des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Enfin, euh, je dirais à la fois, je suis concerné au premier degré, évidemment. Enfin, pas le premier, parce que le premier cercle, c'est quand même ceux qui étaient sur place. Hein. Moi, bon, disons, j'étais quand même tout de suite après, quoi. Et en même temps, ça nous échappe parce que c'est vraiment un phénomène qui est devenu mondial. Donc, la planète entière, je suis Charlie. Bon, c'est vrai que c'est pas évident de faire le tri
entre ce qui est de l'ordre de l'intime et puis ce qui est de l'ordre de l'universel, quoi, puisque c'est quelque chose de politique. Il y a eu la manif du 11 janvier, il y a eu après la liberté d'expression, le droit au blasphème, l'union sacrée derrière. Donc je dirais, pendant un certain temps, mes petits problèmes personnels, je les ai mis de côté, quoi. Parce que, bon, je me disais, je suis pas forcément, voilà, légitime, j'étais pas là. Bon, ceux qui sont vraiment les plus concernés, les plus légitimes, c'est, bah, évidemment, en dehors de ceux qui sont morts, c'est la famille des victimes, c'est eux qui, voilà, bon, qui sont légitimes. C'est bon, moi, je dirais, il faut pas trop, enfin, je n'ai pas le droit tellement à la parole, m'exprimer. Bon, voilà. Bon, et donc c'est aussi pour ça que finalement, il m'a fallu un certain temps, et je le dis à Rhys dans le film. Moi, j'ai du temps de me dire, j'ai mis du temps de me dire, bon, quelle est ma légitimité à parler de ça, puisque j'étais même pas là, hein. Puis après, Rhys, il me dit dans le film, mais oui, mais ta légitimité, c'est de parler de là où tu es. Voilà, c'est de là où tu es. Et effectivement, de là où je suis, ben, je me suis rendu compte que moi, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ce slogan planétaire, Je suis Charlie, bon, pour beaucoup de gens, la plupart des gens, ils voulaient dire quelque chose de politique. Donc, Je suis Charlie, ça veut dire je suis pour la liberté d'expression, je suis pour le droit de faire des journaux qui même blasphémateurs, etc., etc. Bon, très bien, j'étais évidemment d'accord avec ça. Mais je me suis rendu compte que ce Je suis Charlie, il résonnait avec quelque chose d'intime, de personnel, qui n'avait pas été exploré, que les gens de Charlie n'avaient pas dit ou exprimé, et je savais pas trop quoi exactement, mais c'était autre chose. C'était, qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis Charlie pour quelqu'un qui est dans Charlie, et comment dire, au fond des tripes, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que, en revisitant les images d'Elsa, en travaillant le film, justement, en faisant ce film, je me suis rendu compte que ça voulait dire quelque chose qui rejoignait aussi des thèmes plus généraux, plus politiques. C'est en fait, en gros, aller à la recherche des images qui peuvent nous façonner, nous empêcher de vivre ou bien nous aider à vivre. Parce que le combat de Charlie, c'est ça, c'est des images qui tuent, quoi. Ils ont été tués par des images, pour des images. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des images qui aussi pouvaient, comment dire, être des freins ou des moteurs. Et d'ailleurs, je reviens aussi à cette scène fondatrice du cimetière où là, j'ai appris l'attentat. C'était pas anodin non plus que ma tante ait été enterrée dans le même cimetière que l'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce. Sa tombe est quasiment à côté de la première photographie de l'histoire. Et dont moi j'ai toujours cru que c'était des toits qui étaient ceux de ma tante quand j'étais gamin. Après, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Mais il y a un lien quand même avec quelque chose qui est de l'ordre de l'image fondatrice. Et voilà, après, il y a eu plein de connexions. L'image, la première image, les images qui tuent, l'image primitive, enfin, vous voyez, donc et tout ça, ce sont des petits morceaux qui se sont recollés. Et voilà, et pour répondre à ta question, ben, moi, comment j'ai vécu ce drame, bien sûr, il y a la peine, c'est des amis. Moi, j'étais proche, hein, les amis, c'était pas juste des collègues. Tinous, Charles, c'était aussi des amis, quoi, hein. Donc, évidemment, il y a cette peine, et puis après, il y a, comment dire, qu'est-ce qu'on en fait de cette peine? Euh, moi, disons, il y a d'autres gens qui sont, par exemple, suite à l'attentat, il y a des gens qui sont partis de Charlie, qui ont quitté Charlie, qui ne pouvaient plus continuer, hein. Moi, ça a été exactement l'inverse. Avant l'attentat, j'étais plutôt dans l'idée, bon, je vais peut-être faire autre chose, je ne sais pas, j'avais envie de faire d'autres choses, pas forcément rester complètement à Charlie, je ne sais pas. Mais après l'attentat, ça a eu un effet plutôt centripète, quoi. Ça m'a rapproché de Charlie. Je me suis dit, je ne pouvais pas faire autre chose. Maintenant, j'étais lié un peu par le sang, c'est-à-dire, pour moi, continuer à faire vivre ce journal. Quand je me lève le matin, je cherche des idées de sujets et tout ça. Bah, je pensais, voilà, à mes amis, je me dis, c'est pour eux que je dois continuer à faire vivre ce journal. Et ils sont encore avec moi, plein de fois. Par exemple, je pars en reportage, je pense à Tinius, ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait fait, comment il aurait dessiné les gens.
et ça m'aide aussi. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il vit avec moi. Quand je dis, j'aurais voulu, voilà, la fulgurance de Charles, parce que chacun avait des traits. Charles, c'était le type qui faisait un dessin en une fraction de seconde, qui résumait une situation extrêmement complexe, quoi. Donc, quand je pense, des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait fait, Charles? Et ça m'aide. Et Tinius aussi, quand la façon de voir les gens, les dessiner avec cette tendresse et cette férocité mêlée. Donc voilà, donc pour moi, donc, ils vivent avec moi, j'essaie de vivre aussi avec eux, mais pas d'une façon larmoyante, vraiment d'une façon combative, c'est ça. Et puis, ce, euh, ce film, c'était aussi ben, voilà, ma façon voilà, donner une réponse personnelle, intime à ce traumatisme. Tu penses avoir été traumatisé? Comment? Tu penses avoir été traumatisé? Si je pense avoir été traumatisé? Attends, euh, Oui, est-ce que tu penses avoir été traumatisé par ça? par l'attentat? Ah bah oui, bah, évidemment, bien sûr, je pense avoir été traumatisé par l'attentat. Maintenant, bien sûr, enfin, qui ne l'aurait pas été, c'est un traumatisme avec lequel on vit, mais ce traumatisme, on peut en faire plein de choses. Donc voilà, on peut le prendre de façon, je dirais, voilà, traumatisante et ensuite comme quelque chose qui va nous impacter et qu'on veut mettre à l'écart. Moi, je connais par exemple des gens qui disent, bon voilà, moi je ne veux plus du tout en entendre parler, hein, des gens qui étaient à Charlie, qui vraiment fuient quand fois qu'il y a une émission qui en parle, ils veulent pas la regarder, ils veulent... Voilà, moi, c'est l'inverse. Je pense que c'est lié aussi peut-être à mon tempérament, ce traumatisme. Je, j'en fais quelque chose qui m'aide à vivre, à construire d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas l'évacuer. Il est là, il sera toujours là. Même nous, on continue à Charlie quand on se retrouve en réunion de rédaction et puis je me retrouve autour de la table avec Chris qui a eu une balle dans l'épaule, avec Nicolino qui a été blessé, avec notre maquettiste qui s'est caché sous une table. Pendant longtemps, je veux dire, on se retrouvait avec ça et on avait encore les images d'attentats. C'était une réunion de journalistes qui continuaient, qui avaient tous, voilà, moi j'ai échappé parce que j'étais pas là, de même que d'autres aussi n'étaient pas là parce qu'ils étaient en vacances, mais tous ceux qui ont continué à faire, enfin voilà, ceux qui ont faire Charlie après l'attentat. Après, depuis, il y a eu des nouveaux qui sont arrivés, mais pendant les années qui ont suivi, c'était des gens qui étaient blessés dans leur chair, qui étaient soit blessés parce que physiquement, ils avaient reçu des balles, soit parce qu'ils ont échappé de peu parce qu'ils étaient en vacances, ou comme moi, l'enterrement de ma tante, ou bon, donc, du coup, ce traumatisme, nous, on y pensait chaque matin quand on faisait la réunion. Mais même maintenant, je dirais même assez vite, parce que c'est l'esprit de Charlie, ça. Donc, on déconnait avec ça, on déconnait. Et même maintenant encore, en fait, on rigole, on se dit, tiens, oh, heureusement, Sinus, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait été là? Ou, enfin, on le dit pas d'une façon, comment dire, larmoyante, mais on sort des blagues avec ça. C'est notre façon de répondre et de continuer à faire le journal, et pour moi de faire ce film aussi, de répondre à la barbarie qui nous a traumatisés. Oui, donc, donc comment dire, je dirais, c'est un traumatisme que je transforme en force positive, en fait, hein, c'est ça. Une certaine forme de résilience. Alors j'ai découvert qu'il y avait des psys à Charlie Hebdo. Alors là, tu vois, je ne savais pas. Que font-ils là-dedans? Que fait Yann là-dedans? Que font les psys à Charlie Hebdo? J'étais très surprise de ça. Pourquoi un psy à Charlie Hebdo? Alors, pourquoi Psy Charlie Hebdo? C'est-à-dire, en fait, avant Yann, il y a eu Elsa Kayat, que moi j'avais donc que j'avais rencontré dans le cadre de ce travail sur la prostitution. Et puis, petit à petit, on a commencé à boire des verres, tout ça. Et elle a rencontré d'autres personnes de Charlie, Charles, Harris notamment. Et là, ils se sont dit, ah bah tiens, ça serait pas mal de faire une chronique psy dans Charlie. Donc, ils lui ont proposé de faire une chronique de psy dans Charlie qui s'appelait donc Charlie Divan. Parce que je pense qu'il y a eu un intérêt. Rhys a toujours été intéressé par la psychanalyse. Il s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas. Et Charlie, c'est un journal libre où on peut parler de choses comme ça, un peu iconoclaste. C'est quand même le seul hebdomadaire, quand même, où même pas d'autres journaux, on en connaît, sens où il y avait une chronique de psychanalyse régulière, donc chaque semaine. Donc,
Ensuite, bon, après l'attentat, Yann Dienner, qui lui était un peu en lien déjà avec Anissa Elsa, a repris la succession donc de cette chronique de psychanalyse, donc avec l'idée quand même que la psychanalyse, bah, voilà, elle a quelque chose à dire sur la société, et l'idée c'était quand même de prendre des thèmes un peu, voilà, sociaux, politiques, voilà, et d'avoir le regard de psychanalyse là-dessus. Et Yann faisait remarquer justement, Yann Diener, donc, qui est dans le fil conducteur de mon film, voilà, dont je me sers de guide d'une certaine façon, faisait remarquer justement que même dans le premier Charlie des années 1970, il y avait eu de la psychanalyse parce que Cavana était allé voir un psychanalyste, Roger Gentil, en lui disant voilà, tiens, ce serait bien qu'il y ait de la psychanalyse dans Charlie. Donc il y a une tradition quand même par rapport à ça, voilà. Donc ça fait partie des. Eh bien, Charlie, souvent les gens, le problème des gens, disons, de notre image, c'est qu'on a l'image d'un journal uniquement de caricatures, de dessins. Alors qu'en fait, il y a de la psychanalyse, il y a de l'économie, chronique d'un économiste prof d'économie à la fac et qui fait une chronique d'économie régulière. Il y a de la science que moi je fais, donc je n'ai pas de chronique régulière de science. Il y en a eu avant, maintenant je fais plein d'autres choses, mais disons, je parle souvent de science aussi. Donc voilà, il y a de la littérature, et bon, bien sûr, après, il y a plein d'articles de société, il y a de l'écologie, donc en fait, voilà, et aussi de la psychanalyse dans Charlie. Très belle surprise, hein. Il faudrait penser à une mixité, hein, homme-femme. Je pense que ça serait Ouais. sympathique, parce que la vision est peut-être pas la même, puis la vision d'un psychanalyste à un autre, de toute façon, n'est déjà pas la même. Mais j'ai fait cette découverte en regardant le film, en voyant Yann se positionner, d'une façon qui m'a vraiment charmée, je veux dire, en fait, en tant que psychanalyste qui me ressemble, très humaine, en fait. Ce n'est pas que des psychanalystes, il y a aussi des humanismes. Elsa avait un côté très humaniste et je pense que Yann a ce côté aussi très humaniste. C'est-à-dire la psychanalyse, oui, mais amenée par l'humain qu'on met au centre de l'échiquier. C'est-à-dire, sans humain, il n'y a pas de psychanalyse. Hein. Mhm. Et ça, c'est cette approche, ces deux personnes, en fait, qui présentent ça, en même temps, ils vont avec l'univers de Charlie, l'univers humain aussi, l'univers assumé. Ces deux personnes et leur approche m'ont vraiment, oui, charmée, j'ai envie de dire charmée, allant tout à fait dans le sens de ce que je pense de la psychanalyse, de comment je la vois, comment je la vis. Parce qu'un psychanalyste doit la vivre, sa psychanalyse, doit vivre la psychanalyse. C'est ni un jeu, c'est ni un savoir. Hein. Pour moi, c'est une façon de vivre. C'est une passion, c'est une façon de vivre. Et on ressent dans Elsa, d'ailleurs, cette passion, ce côté passion qui, en fait, la psychanalyse, elle fait partie d'elle. Et j'ai l'impression de ressentir aussi ça dans Yann, que la psychanalyse, ben, c'est lui. C'est lui comme il la voit, comme il se la présente, comme il la ressent. Et c'est justement ce lien humain qu'il met avec toi qui donne de la puissance à ce film, en fait, beaucoup de puissance. Ben oui, oui, tout à fait. Puis aussi, effectivement, c'est sortir disons, des cadres, hein, c'est-à-dire pouvoir, parce que je ne sais pas, il y a peut-être, je pense, plein de psychanalystes hein, qui n'auraient pas, par exemple, voulu ni écrire dans Charlie, ni participer à un film. Et là, effectivement, aussi bien avec Zach qu'avec Yann, donc il y a, voilà, il y a une liberté, une volonté, une acceptation justement de sortir des cadres et puis faire voilà, des choses, donc m'accompagner dans cette quête, et puis en étant filmé, ce qui est quand même pas forcément évident non plus, hein, donc, et puis voilà, et puis bien faire des choses peut-être que je ne sais pas si tous les psychanalystes feraient, ça vu lui-même sur le divan, et puis voilà, répondre. C'est pas une vraie psychanalyse qu'on fait dans le film, dans le sens où je suis pas allongé, voilà, mais il y a de la psychanalyse, c'est une forme quand même, dans le sens où c'est du vrai, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas écrit un texte que j'aurais répété et puis qu'on aurait joué. C'est-à-dire, j'avais une ou deux idées de ce que pourrait lui dire, puis après, on allume la caméra et on y va. Et effectivement, j'ai eu des vraies prises de conscience devant la caméra de choses dont je n'avais pas eu conscience avant de le filmer. Et là, je pense qu'effectivement, ça veut dire que c'est le film en tant que tel est un support, quoi, en fait, hein, un révélateur. S'il n'y avait pas eu la caméra, s'il n'y avait pas eu le film, peut-être que j'aurais pas été, voilà, amené à ces prises de conscience. Donc c'est en ça qu'effectivement, il y a une sorte de psychanalyse, je dis bien une sorte, parce qu'on n'est pas dans le cas, je dirais, classique de la psychanalyse. Mais ces prises de conscience, je pense, relèvent quand même du travail psychanalytique grâce à la caméra. Et
Je ne crois pas qu'il y ait des films, d'autres films où ce genre de choses, ouais, à ma connaissance, hein. J'ai pas du tout les films du monde qui pourraient en parler, hein, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de films où ce genre de choses, soient faites, de cette façon-là. Il y a des films avec des psys, mais en général, soit c'est des fictions, où, effectivement, c'est un acteur qui joue avec un texte écrit et cetera. Mais c'est pas pareil. Là, du documentaire de réel, heu heu, j'en connais pas moi. C'est ce qui m'a touchée, tu t'en doutes? C'est vraiment ce qui m'a touchée là-dedans. C'est d'abord le fait que la caméra offre une résilience et puis même une résilience face au monde, face aux autres, hein, puisque c'est un film qui va être diffusé. C'est vraiment ce qui m'a touchée, c'est cette sincérité. On voit que c'est pas joué, on voit que tu joues pas de toute façon. On voit Ouais, cette sincérité et c'est vraiment, puis la psychanalyse, c'est quoi en fait? On va parvenir enfin j'en parlais avec, le fils d'Irving Yalom, qui est un grand psychanalyste. Pour moi, c'est la psychanalyse existentielle, maintenant qu'il parle très peu dernièrement. Et quand il m'a parlé, il m'a dit: «C'est la psychanalyse, c'est la psychanalyse, en fait, elle se réinvente. Elle se réinvente à chaque patient, elle n'est pas fermée». Et il m'a dit d'ailleurs, qu'il était très heureux de voir que la relève était assurée. Puis tu vois, comme par le plus grand des hasards, ton film va être porté par l'Association des psychanalystes modernes et par des psys qui sont pour, sinon s'ils font partie, s'ils me suivent derrière l'association, c'est qu'il y a une raison, c'est que quelque part cette ouverture, leur ressemble. Il n'y a pas une psychanalyse, il y a des psychanalyses. Il y a un cadre, bien évidemment, mais dans ce cadre, il y a du hors cadre. Mais ce hors cadre est un cadre en fait. Ce que tu nous présentes dans le film, c'est du hors cadre qui est un cadre. C'est un cadre en mouvement parce que Yann le maîtrise. Yann en fait quelque chose. Il y a quelque chose qui en sort de ça, quelque chose de positif qui fait grandir l'analyse. Donc c'est pour moi, ce n'est pas le hors cadre, tel qu'on pourrait le dire, c'est du n'importe quoi. C'est on ferait du n'importe quoi comme ça, parce qu'on a envie de faire du n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Là, ce qu'on ressent, c'est du hors cadre dans un cadre. C'est-à-dire, ce n'est pas du n'importe quoi. Il y a une construction. Dans la déconstruction, il y a une construction. oui, 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 puis le hors cadre, est très important effectivement, parce qu'il il enrichit, le cadre. Moi, j'ai aussi tenu à ce que justement, il y ait cette partie un peu, non maîtrisée, foutraque un peu. Quelqu'un me disait, voilà, le côté un peu foutraque. Je crois que c'est Yann dans un article qu'il avait fait. Mais je l'assume, parce que justement ce côté foutraque, entre guillemets, hein, c'est-à-dire c'est la part de non maîtrisé. Si tout est maîtrisé, on a un film extrêmement écrit, et chaque chose, chaque plan, chaque, mot est complètement maîtrisé, donc c'est très bien, ça peut faire des très beaux films. Mais c'est pas ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu donner, vie à ce qui échappe, à ce qui échappe justement, c'est-à-dire, bah, ce qui échappe dans ces psychanalyse, on sait qu'il y a plein de choses qui échappent. Ça va être le lapsus, ça va être les actes manqués, ça va être, voilà, tout ça. Et ben, j'ai voulu que dans le film, il y ait ça. Donc alors évidemment, ça peut donner l'impression parfois d'un film un peu maladroit, filmé un peu à l'arrache, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est parfois filmé à l'arrache, mais c'est voulu, c'est assumé, c'est un choix. C'est un choix qui est aussi un choix esthétique, mais un choix qui montre aussi l'errance du personnage, mais dans ce côté un peu, voilà, brinque-ballant, il y a une vie. Il y a une vie qui compte parce que c'est là qu'il y a des choses, ce qui échappe souvent dit beaucoup de choses sur, voilà, sur l'inconscient, sur ce qu'on cherche et tout ça. Et c'est aussi ça, voilà, ce hors cadre. Si on considère que le cadre, c'est effectivement tout ce qui est bien géré, ce hors cadre, comme tu dis, effectivement, c'est un cadre aussi, mais c'est un cadre dans lequel, un peu plus large, on laisse place à une forme de vie qui, voilà, elle, échappe un peu à cette, gestion consciente et maîtrisée. La psychanalyse, c'est bien donner vie à ce qui échappe, non? Ben voilà, exactement, ouais, 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 Façon, ouais. moi je la Ben vois oui, comme ça en fait. ben oui, oui. Puis souvent, ce qui échappe, c'est là qu'il y a le plus de sens, quoi, en fait, hein. Là. Finalement, quand on regarde ce qui échappe, on découvre plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé avant, quoi. Si on Moi, reste coincé derrière son fauteuil de psy, enfin, en pensant que ça va échapper toujours au patient qui va être sur le divan, pour moi c'est un leurre. L'être humain il est pas comme ça, on est tous différents et ça fonctionne pas comme ça pour tout le monde. Il faut laisser vivre la psychanalyse. Alors comme tu dis, garder un cadre, mais dans leur cadre, il y a un cadre.
c'est là-dessus. ça. Voilà. Et c'est cette puissance, c'est cette, et d'abord c'est psychanalyste à Charlie Hebdo, mais là j'étais scotchée, qui donne, une vie, une évolution. Enfin, quand j'entends parler Yann, je retrouve aussi Elsa, je retrouve ma façon de voir, de faire vivre la psychanalyse. Je me dis qu'elle grandit de jour en jour et c'est magnifique. Et dans ce film, en fait, alors où il y a beaucoup de symbolique, il porte la psychanalyse aussi vers le haut. Il la montre lumineuse, il la porte vraiment vers la lumière et c'est toi qui sers de support. C'est-à-dire tu l'envoles. Charlie Hebdo, tous ces morts qu'il y a et toi, vous servez de support pour emmener la psychanalyse vers le haut. Merci déjà. C'est déjà. Merci maman, merci pour ce bel hommage. Ouais. Alors tu redonnes la vie à la mort par une réponse personnelle très intime en fait. Tu redonnes vie à cette mort. Cette mort, elle n'est plus figée. Elle a pris un sens dans ton film. On lui donne un sens, son sens. Ce que toi, tu as ressenti dans tes tripes, mais toi qui connaissais tous ces gens, en fait, tu leur redonnes un sens à leur vie. Tu leur redonnes de la puissance. En fait, ils sont là, à côté de toi, et ils font le film, en fait. On a l'impression que tout le monde est là, en fait. On les voit tous à côté de Ouais. toi, comme des lumières qui font le film, comme si, enfin, quelque part, comme s'ils disaient merci. C'est une résilience, mais pas que pour toi. Je pense que c'est une résilience pour les familles de ces personnes, pour ce qui s'est passé, pour dire, voilà, on ne reste pas là-dessus. C'est aussi une forme de dire, ben, un échec, c'est pas un échec. Dans la vie, tout peut arriver. On ne peut pas tout maîtriser. C'est comme ça. Et qu'allons-nous faire de ça? Et toi, t'en fais du beau. Merci, merci, ouais. Merci, merci. Voilà, alors je ne sais pas si on a, alors moi j'accepte de porter ce film si tu m'y autorises, bien évidemment, très humblement. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'autre chose que d'être humble, hein. Je suis authentique, je prépare pas grand-chose, enfin j'ai toujours deux trois écrits, mais j'y vais avec mes émotions, parce que ce genre de film, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion à l'état pur et il ne peut être porté qu'avec sincérité et émotion. C'est pas un film qu'on prépare, c'est un film qu'on porte vers le haut, tout simplement parce qu'il doit être porté comme ça. Voilà. Écoute, en tout cas, je suis comblé par ce que tu dis sur ce film ça me, enfin, disons, ça me montre que effectivement, moi et aussi mon producteur Philippe Bouchou et la monteuse Anne-Laure, on l'a fait à trois. Et donc, ça montre qu'on a bien fait de persévérer parce que c'était difficile. Hein. C'était difficile, ça pas, voilà. Donc, c'est vraiment un bébé qui a mis longtemps à coucher. Donc maintenant, ce bébé, ben voilà, il faut qu'il vive, qu'il rencontre son public, parce que je pense vraiment qu'il y a un public pour ce film. Et voilà, et donc nous, on a envie d'aller voilà, à la rencontre de ce public. Et public, bien sûr, qui peut être intéressé par Charlie, mais pas uniquement, parce que je pense que voilà, il y a des thématiques qui sont bien plus larges, bien plus larges. Donc même si Charlie, c'est un point de départ, c'est ce que je dis parfois, c'est pas un film sur Charlie, c'est un film où il y a Charlie, c'est pas un film sur la psychanalyse, mais c'est un film où il y a la psychanalyse, c'est pas un film sur l'attentat, mais c'est un film qui parle de l'attentat, c'est pas un film sur moi, mais c'est un film dont je suis le fil conducteur, etc. C'est un film enfin, disons, tisse différentes, voilà, histoires. C'est pas un film sur la sexualité, mais on parle de sexualité, c'est pas un film sur la religion, on parle de religion. C'est différentes histoires qui, après, ben voilà, le pouvoir des images, je pense que c'est un peu peut-être l'élément clé. Et je ne dis pas tout dans le film parce qu'il faut voir effectivement le film, mais c'est des thématiques que je pense qui peuvent être universelles et concerner vraiment tout le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Charlie. Je dirais, c'est pas le point essentiel en fait. Hein. Le point essentiel, il se situe bien au-delà. C'est un film, un acte de résilience, moi je le vois comme ça, mais qui porte l'humanité vers le haut en fait. Et il a énormément de symbolique dedans. Comme tu dis, il en a pas. Oui, On peut le regarder 10 fois, on va retrouver encore une oui, fois pas vu. On se dit ah merde, j'avais pas vu ça, j'avais pas ressenti. voilà, ça c'est Il y a une vrai. autre symbolique. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui, je sais qu'elles sont pas évidentes au premier coup d'œil hein, et enfin, à la première vision. Mais je pense toujours j'avais vu moi une fois j'ai assisté à une conférence d'Alain Robbe-Grillet, cinéaste, auteur, et lui il disait
qu'il ne faisait pas des films faits pour être vus, mais des films faits pour être revus. Et j'avais beaucoup aimé cette phrase parce que je me dis, bon, il y a des films qu'on voit, c'est bien, on les voit une fois. Il y a des films qu'on revoit et on ne les voit pas pareil. Et même Rhys, il a assisté à la deuxième projection, m'a dit, ton film, quand même, au bout de la deuxième fois, j'ai vu quand même des choses, hein. On le voit, que je n'avais pas vu la première fois. Je dis, oui, ça ne m'étonne pas, c'est évident. Il y a beaucoup de choses, de symboles, de, disons, de son en voix off auquel on ne prête pas forcément attention la première fois. Donc je pense qu'effectivement, c'est un film à voir et c'est un film à revoir. Ouais. Symbole, je pense que tu as fait, enfin, comme ça, des symboles qui sont. Mais il y a des symboles que tu n'as même pas vus, je suis persuadée. Ah, ça peut être, oui, oui, oui. C'est ce qui est intéressant. Et puis, j'ai même vu à la fin, je vois, mais à la fin du film, tu balances l'image, le dessin, alors je ne sais pas si c'est 57 ou 53 balles. Il y a plein de petites symboliques comme ça, mais il y en a partout. En fait, elles sont. Ouais, C'est diffusé partout. Enfin, c'est vrai. et t'as là, tu dis, ah, mais merde, j'avais pas vu ça. Ah, mais merde, j'avais pas vu ça. C'est symbolique. Enfin, quand tu te mets sur le pont pour sauter, qu'elles te regardent. Mais il y a des symboliques dans tout. Quand tu nages à la fin avec les papiers, quand tu es sur la balance aussi. Ouais, ouais. Enfin, je pourrais dire des symboliques on pourrait le détailler Oui, minute oui, par oui, minute. oui, oui. On a des symboliques partout et il y a une puissance. Enfin, il y a une puissance pour moi, une puissance humaine. Tout le monde peut s'y retrouver quelque part. Il y a de l'humanité, il y a l'approche de la mort, il y a qu'est-ce qu'on fait de ces faits de société. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toi que je ressens, enfin, à poil dans ce film. D'ailleurs, on verra sur le livre après, mais à poil dans ce film et ta sincérité, en fait. On ressent ce film, il est sincère, il n'est pas surfait. Il est là pour parler. Ben ouais, écoute, super, merci. Je Merci pense qu'on de. approche de la fin de l'heure, donc on va aller boire un apéro chacun de notre côté pour se revoir pour le deuxième dans 1 heure, si ça Très te va. bien, On est midi vers 13 heures. Ça te va vers 13 heures? très bien, très bien. Ouais, ouais. Alors, je te remercie vraiment pour ce film qui est pour moi quelque chose de magique. Donc, je le porte en tant que femme, psychanalyste, présidente de l'Association des psychanalystes modernes, mais je ne suis pas seule, je suis suivie par tous les psys derrière. D'accord? Donc, on va Merci se à revoir toi. dans les cinémas. À Merci à très vite. Merci pour ce moment de partage et tu vas voir, on va y arriver ce film. Il va y arriver, il va faire quelque chose de magique. Il est vraiment extraordinaire. Merci à toi. À tout à Merci. l'heure, Antonio. C'est pas le même sujet, hein? À tout à l'heure. Tu prêt? Bois un coup, hein? Voilà, très À tout à bien. l'heure. Donc là, je quitte là, hein. Hein? Je quitte Vite, là et vite, on va je quitterai sur l'autre à 13h, hein. à tout D'accord. à pour le livre À, de la putain. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Bon apéro. À tout à l'heure.